Ce matin, au Radio Journal, déconfinement, les Québécois larguent le couvre-feu et font la fête. Je pense que les gens ici sont assez matures pour savoir ce qu'ils doivent faire. C'est vraiment positif pour de vrai. Ouais. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Le Nunavik, parent pauvre de la campagne de vaccination au Québec. Plus de gens qui sont à risque de se faire infecter par le virus et d'être très malades. Et à Cuba, la pandémie force les habitants à se réinventer économiquement. Bonjour mesdames, messieurs, ici Nadim Mobarak. Les cris de joie, les bruits des assiettes et des verres et les feux d'artifice ont remplacé hier soir le silence qui dominait ces derniers mois au Québec. Et pour cause, des milliers de fêtards se sont rassemblés pour célébrer le début du déconfinement dans la province avec la levée du couvre-feu et l'ouverture des terrasses. J'en parle avec Jessica Chavez. Alors Jessica, quel bilan font les autorités à la suite de cette première soirée? Somme toute, les gens étaient nombreux dans les parcs et sur les terrasses. On peut entendre quelques personnes rencontrées hier soir à Québec. Ben, c'est quand même le fun de vivre en fin de liberté après ce confinement-là. C'est festif un peu, là, c'est la grande allée. Là. Honnêtement, revenir un peu à la normale, là, ça fait vraiment du bien. C'est plaisant de pouvoir prendre un petit verre avec mon ami sur une terrasse puis sortir de chez nous. Il y avait donc une certaine euphorie dans l'air et ça paraît, Nadie, ce matin dans les lieux publics si on se fie aux nombreux déchets, bouteilles de bière et canettes qui jonchent le sol. Donc, l'heure est au nettoyage ce matin. Mais hier soir, c'était la fête. Par contre, la distanciation physique et le port du masque n'étaient pas beaucoup respectés. Du côté de Québec, la soirée s'est mal terminée avec 2 personnes qui ont été blessées à l'arme blanche au parc Victoria. Les policiers ont dû intervenir et demander aux gens de rentrer à la maison. Du côté de Montréal, ça a été plus festif, comme on peut l'entendre dans ce reportage de ma collègue Fanny Sanson. 5, 4, 3, 2, 1, déconfinement! Un décompte de déconfinement plutôt que celui du jour de l'an. Il est 21h30 au parc La Fontaine à Montréal et le couvre-feu est chose du passé. En fait, je pense que c'est comme un soulagement. Alexis Lauzon, étudiant en psychologie, a rejoint ses anciens collègues du camp de jour Sablon. Ils sont plus d'une vingtaine et ils ont choisi le parc plutôt que la terrasse. La distanciation physique n'est pas toujours respectée, mais le vaccin apporte un sentiment de confiance, selon Manuel Cahouette. C'est pas 100%, mais au moins, ça nous aide à être moins... Il y a ce sentiment de comme, c'est moins pire, là. On est quand même sécuritaire. Un retour à la normale. Un peu plus loin, sur la rue Sainte-Catherine, on fête entre amis au bar Renard. Des colocataires attendent impatiemment de prendre leur premier verre sur une terrasse. En fait, depuis l'annonce de l'ouverture des terrasses, là, on en parle, on est comme... OK, quand ça rouvre, on vient, on va prendre un verre, ça va faire du bien, ça va être le fun. Si l'heure est au déconfinement, certains préfèrent la tranquillité. Antoine Lucie revient d'un long séjour à New York. Je reviens un peu dans le recul un peu de là-bas, dans le sens que là-bas, c'est tout ouvert. Après une bouteille de vin au parc, c'est déjà l'heure de rentrer à la maison, fait savoir son ami Pierre-Luc Veillette. Là, on s'en va s'en rechercher une autre, puis on s'en va se reconfiner chez nous parce qu'on ne veut pas se mêler à la foule. Ici Fanny Sanson, Radio-Canada, Montréal. Et toujours au Québec, les personnes de 45 ans et plus qui ont reçu le vaccin d'AstraZeneca avant le 3 avril peuvent obtenir leur 2e dose à compter d'aujourd'hui. Des cliniques sans rendez-vous se tiennent partout au Québec. À Montréal, des citoyens ont fait la file tôt ce matin devant le stade olympique pour s'assurer de recevoir leur second vaccin le plus rapidement possible. On en écoute quelques-uns. Bien, qu'on voit au moins un petit bout de la fin, là. C'est très significatif pour nous autres, là. Ça va tout être fait, on va être débarrassé. Faire ça le plus vite possible, qu'on soit tranquille après. C'est important de se faire vacciner. Alors, quand j'ai vu que la 2e dose était disponible sans rendez-vous, je suis venu sans hésitation. Je le fais aussi pour ma famille, pour moi. J'ai hâte de voir mes petits-enfants. J'ai hâte de retourner au travail comme il faut, puis j'ai hâte que l'économie s'avance plus qu'il est maintenant. Plus tôt cette semaine, Québec a réduit de 12 à 8 semaines l'intervalle recommandé pour recevoir la 2e dose du vaccin d'AstraZeneca. Pendant ce temps, au Nunavik, la campagne de vaccination est à la traîne. Moins du tiers de la population a reçu une première dose, bien loin de l'objectif de la santé publique qui était de 75% au mois de mai. Les précisions de Jérôme Bergeron. Le Nunavik tire de l'arrière. Seulement le tiers de sa population a reçu sa première dose du vaccin de Moderna contre la COVID-19. Un faible taux de vaccination qui déçoit le maire du village nordique d'Inukjuak, Simoni Nalukturuk, sans toutefois le surprendre.
Mes résidents ont peur du virus, mais aussi des effets secondaires du vaccin, affirme-t-il. Faute de popularité, les cliniques de vaccination de masse, installées dans des centres communautaires des 14 villages du Nunavik, sont maintenant fermées. Les résidents qui changent d'idée peuvent se présenter dans un CLSC pour obtenir leur vaccin. André Veillette, immunologiste et membre du groupe de travail sur la vaccination contre la COVID, est préoccupé par la situation. Évidemment, il y a plus de gens qui sont à risque de se faire infecter par le virus et d'être très malades. Apporter les vaccins à leur maison si c'est nécessaire pour s'assurer qu'ils reçoivent une dose. Mais pour ce faire, la santé publique du Nunavik manque de personnel. Sa directrice, la Dr Marie Rochette. D'ajouter des activités comme cela, ce n'est pas évident. Toutefois, ça fait partie de l'éventail des solutions qu'on va explorer avec chacune des communautés. Le Nunavik compte sur l'arrivée des vaccins de Pfizer d'ici la mi-juin pour améliorer son bilan. C'est que plus du tiers de la population Inuk a moins de 18 ans et n'avait donc pas encore accès à la vaccination puisque seul le Pfizer est autorisé pour les jeunes de 12 ans et plus. Ici, Jérôme Bergeron, Radio-Canada, Montréal. En bref, ailleurs dans le monde. En République démocratique du Congo, les autorités affirment que l'éruption volcanique enregistrée ce matin n'était en réalité qu'une fausse alerte. Entre-temps, les tremblements de terre ont encore diminué en intensité et en fréquence au cours des dernières 24 heures à Goma, dans l'est du pays. La ville a été évacuée jeudi en raison du risque d'une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo. Au Sri Lanka, des tonnes de plastique provenant d'un porte-conteneur en feu au large de Colombo menacent les plages du pays de la pire pollution de leur histoire. Le porte-conteneur MV Express Pearl, immatriculé à Singapour, est en feu depuis 9 jours et menace de se briser en déversant des tonnes de carburant et des granulés plastiques dans l'océan Indien. La colère gronde dans les rues de Cali en Colombie où des manifestations ont fait 3 morts de plus hier. Le président Ivan Duque a finalement ordonné le déploiement de l'armée à partir de la nuit prochaine pour prêter main forte à la police nationale. Les violences qui n'ont pas cessé depuis le soulèvement du 28 avril contre un projet de réforme fiscale ont entraîné la mort de 49 personnes et ont fait 2000 blessés. Faire de la crise une opportunité, c'est le mot d'ordre à Cuba, où le coronavirus circule encore largement et où la crise économique et les pénuries prennent de l'ampleur. Mais comme le raconte Domiti Piron à La Havane, les jeunes Cubains ne perdent pas espoir. Pénurie et quarantaine imposées par la crise du coronavirus ont fait émerger à Cuba tout un tas d'initiatives comme Las Frescas, les fraîches, une idée de la jeune Leisa Medina, étudiante à l'école de cinéma de San Antonio, fermée depuis plus d'1 an. On n'avait rien à faire, alors on s'est mis à télécharger des recettes sur YouTube pour faire des nouvelles choses et principalement des recettes végétariennes, parce qu'à Cuba, il n'y a quasiment rien à manger. Ainsi est né le projet de proposer à la vente à travers la messagerie WhatsApp des produits sains élaborés à base d'ingrédients disponibles au marché avec une carte qui s'adapte donc aux pénuries. Un petit entrepreneuriat émergent qui n'est pas tout à fait légal, mais toléré du fait de la crise et qui permet de faire travailler une vingtaine de jeunes femmes principalement issues du milieu artistique qui sont donc depuis plus d'1 an sans emploi. Amanda Toledo, elle, a décidé de se lancer officiellement en créant sa marque de bijoux Bravas Design. Les Cubains, nous sommes très inventifs, ce qui fait qu'en ayant du temps en quarantaine et en ayant une nécessité économique parce que beaucoup de gens ont perdu leur travail, on a été obligés de créer. Et c'est pour ça qu'on voit émerger beaucoup de nouveaux entrepreneurs qui proposent des choses nouvelles, qui ont beaucoup d'intérêt. Des projets jeunes et innovants dans la Cuba communiste qui entendent bien s'inscrire dans la durée et dynamiser ainsi le secteur privé à qui l'État cubain ouvre progressivement la porte. Domiti Piron, La Havane pour Radio-Canada. Sport. Au hockey, le 6e match de la série entre les Canadiens de Montréal et les Maple Leafs de Toronto aura lieu ce soir à domicile. Il s'agit de la première rencontre où les partisans seront admis au Centre Bell depuis le début de la pandémie, puisque Québec permet maintenant aux amphithéâtres intérieurs d'accueillir jusqu'à 2500 personnes. Mais seuls les plus fortunés pourront se permettre d'assister au match, puisque les billets les plus abordables se sont vendus à plus de 1 500 $. Des sites de revente offrent même des billets à 12 000 $ l'unité. Les Maple Leafs mènent actuellement la série 3-2. Voilà, mesdames, messieurs, nous vous avons présenté le Radio-Journal de Radio-Canada. Ici Nadim Obarak au nom de toute l'équipe. Excellente journée.